Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam. C'est moi qui ai le pseudo chelou sur Twitter. En fait, il était pratique, il était dispo. Et du coup, je l'ai récupéré sur tous les réseaux sociaux. Et puis un jour, un mec me l'a tapé sur Pokémon Go. Donc si jamais un jour vous trouvez le mec qui l'a sur Pokémon Go, ça m'intéresse. Parce que c'est le seul endroit où je me le suis fait taper. Au quotidien, je dirige une boîte qui s'appelle Clever Cloud. Qui a déjà entendu parler de Clever Cloud? Ok. Du coup, pour les autres, ce qu'on fait, c'est qu'on a automatisé les parties infrastructure. En fait, les développeurs, ils poussent du code. À partir de ce moment-là, on va déployer des applicatifs sans qu'il n'y ait rien besoin de faire. On va mettre en place tout ce qui est monitoring, collecte des logs, relancer ce qui merde, faire les mises à jour. On va traquer tous les déploiements qui sont faits, toutes les requêtes qui sont faites. Et en fait, on va feedbacker à tout le monde ce qu'on a appris sur le fonctionnement. Et du coup, votre fonctionnement, il est tout le temps fait. Le gros intérêt de ce truc-là, où est-ce que je l'ai mis, ça? Ouais, en fait, on dit less friction, more velocity. Pourquoi? C'est, en fait, en tant que développeur, à partir du moment où vous avez ça, ce qui va se passer, c'est que vous n'allez plus avoir de discussion avec des ops ou des choses comme ça. Donc, vous réduisez le nombre de frictions dans une boîte. Et en fait, en réduisant le nombre de frictions, on fait des choses. On va plus vite à déployer, c'est-à-dire qu'on code plus vite. Donc, les boîtes qui sont passées sur Clever, en moyenne, font du x9 sur le nombre de projets gérés par le même nombre de devs sur la même période de temps. Et ensuite, ils baissent leur turnover. Ce qui est le plus important, parce que en fait, les gens qui s'en vont, c'est ce qui vous coûte une fortune. En fait, les gens sont plus heureux. Donc nous, en fait, ce qu'on vend, c'est un endroit où les gens sont plus heureux et sont plus efficaces. Globalement, qui a compris mon pitch, là? Non, vous voulez vraiment pas lever la main aujourd'hui? Mon pitch était impraticable, il était incompréhensible. Qui est porteur de projet dans la pièce? Qui a envie de monter sa boîte? Donc il n'y a pas de gens. Vous faites quoi dans la vie tous? Mais attendez, est-ce qu'il y a essentiellement des gens qui veulent monter des boîtes? Mais bon, je vois que vous n'êtes pas sur le pôle. Qui a déjà entendu parler de l'idée d'un pitch? Non, je vais quand même essayer de vous bouger en fait. Donc, en fait, pourquoi est-ce qu'on fait des pitchs et dans quel sens? Je vous explique l'histoire. À la base, ça s'appelait des elevator pitch. L'idée de base de l'elevator pitch, il est d'aller dans un endroit où les immeubles sont grands. Parce qu'en fait, ça ne marche pas sur 3 étages. Et c'est de se faufiler en même temps qu'un preneur de décision. Donc soit votre N+4, soit un investisseur, soit whatever. Se faufiler avec lui dans l'ascenseur et de lui raconter une histoire. L'objectif d'un pitch n'a jamais été de tout raconter dans les 30, 40, 50 secondes, 2 minutes si votre immeuble est vraiment très grand et votre ascenseur vraiment très lent. L'objectif a toujours un truc, c'est d'attirer, de capter l'attention. Donc on appelle ça un elevator pitch pour cette raison-là. Et la façon dont je vais vous parler du truc n'a rien à voir avec un investisseur deck. Là, on va plus être sur le pitch de contest. Quand on lance sa boîte, en général, on va se retrouver avec des tonnes de concours à la con, où on y va et on présente ce qu'on fait, pourquoi, dans quel sens. Ça n'a rien à voir avec l'investor deck, qui est le truc qui dure plutôt 20 minutes, où on est en one-to-one avec des investisseurs et on les convainc d'investir dans la boîte. Globalement, ça vous permet d'aller là. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est l'étape numéro 1, où on va essayer d'attirer l'attention. Si vos besoins sont de parler à des investisseurs, il y a un mec qui s'appelle Jean de la Roche-Brochard, qui est investisseur, qui a fait des très bons articles et des très bonnes vidéos sur comment construire un deck pour investisseurs. Là, le but, il est plus d'aller chercher de la fame, il est plus d'aller chercher du contact, et c'est également des méthodes que vous pouvez mettre en place quand vous allez essayer de vendre un projet en interne dans une boîte, par exemple. La première chose que vous devez comprendre quand vous parlez à des gens, c'est que personne n'est dans votre tête. Ça veut dire un truc, c'est que vous avez un contexte, et dans votre contexte, tout ce que vous dites a du sens. Mais en réalité, les gens à qui vous parlez n'ont pas votre contexte, et donc ce que vous dites n'a pas de sens pour eux. Ce que ça veut dire, c'est que l'essentiel d'un elevator pitch, c'est de partager la vision. Et pour partager la vision, pour créer un point d'intérêt, vous devez absolument expliquer votre contexte très rapidement aux gens. En fait, vous devez créer une convergence d'intérêts à un instant T qui va vous permettre de vous comprendre avec les gens. Et l'objectif, c'est qu'ils vous rappellent. D'accord? Donc un pitch, ça permet quoi? Ça permet d'obtenir des investisseurs. Et en général, les gens voient que ça. Ça permet d'obtenir des partenaires. Il y a des partenariats qui peuvent changer la vie d'une boîte.
Parce que c'est des partenariats de vente, c'est des partenariats qui vous permettent de faire votre boulot, c'est des partenariats importants. C'est également des choses qui peuvent vous permettre d'avoir de la presse. Un point très rapide pour tous les gens qui voudraient monter leur boîte. En permanence, on vous parle de presse, de tech blog. Moi, je me souviens quand on a commencé à lancer toutes nos boîtes, le grand truc, c'était d'avoir un article dans TechCrunch. La presse ne fera jamais votre traction. Si vous avez déjà de la traction et que vous avez de la presse, vous allez doper votre traction. Si vous avez des chiffres qui sont flat, vos chiffres sont flat. Vous pouvez faire tous les articles du monde, vos chiffres sont toujours flat. Et il ne faut pas... C'est très cool de passer dans la presse, ça fait plaisir à votre grand-mère. Enfin, je veux dire, c'est très cool. Pendant des années, mes parents ont gardé toutes mes coupures de presse. Maintenant, ils n'en ont plus rien à tamponner. Mais en fait, ça ne sert à rien. Il y a une boîte qui était tenue par des gens que j'aimais beaucoup. Quand on se voyait, je disais toujours à la fondatrice comment va le business. Et elle me disait, bah, cette semaine, on était dans les Échos et dans Au Féminin. Je disais, mais ça, on s'en fout, vous avez fait combien de ventes? La réalité, c'est qu'ils n'avaient pas fait de ventes. La réalité, c'est que c'est des gens qui sont parus toutes les semaines dans la presse pendant 2 ans et qui ont fait 25 ventes en tout pour un produit large consumer. Et donc, en fait, à la fin, la boîte, elle a coulé. Et qu'on soit clair, la boîte, elle n'a pas coulé pour X, Y, Z raison extérieure. Elle a coulé parce que passer son temps à draguer la presse en étant une presse darling et ne pas aller faire des ventes, bah, en fait, ça te tue ta putain de boîte. Donc, ça ne sert à rien de passer sa vie dans la presse si vous n'avez pas déjà une traction initiale. La presse, elle sert à faire une traction initiale. Le pitch, il peut convaincre des investisseurs que vous êtes fun. Il peut convaincre des partenaires que vous êtes fun. Il peut convaincre des journalistes d'écrire sur vous. Mais n'oubliez pas un truc. La presse, ils ont besoin de papier pour vendre une histoire. Le coronavirus, ça fait vendre. Il y a des startups qui font vendre. À une époque, j'avais Clevercloud, qui est une boîte qui rapporte de l'argent, qui est rentable et qui a des objectifs très compliqués et très longs à long terme et qui sont passionnants. Et j'étais également cofondateur d'une boîte où on faisait des jukebox 2.0 dans les bars où les gens pouvaient gérer du coup la musique en playlist collaborative. On était dans la presse toutes les semaines pendant 6 mois. Toutes les semaines, on avait un putain d'article. Et à la même époque, les gens disaient « Mais pourquoi tu lâches pas Clevercloud? C'est Thunderbox qui avance. » J'étais là genre « Mais les gens n'ont aucune idée du différentiel complet de pognon qu'on faisait avec l'une ou l'autre boîte. » Le jukebox 2.0 dans les bars, c'est une presse darling. Tout le monde a envie d'entendre parler de ça. C'est marrant. L'industrialisation des systèmes d'information, en vrai, ça n'intéresse personne. C'est vrai, j'ai des potes qui ont une boîte extrêmement rentable, ils font de la maintenance d'ascenseurs. Ils remplacent Otis. Personne n'a envie de parler de maintenance d'ascenseurs. Ça intéresse personne. Les gens vont te parler de trucs qui n'ont pas de sens. Et donc, il ne faut pas croire que la presse va doper votre truc. La presse, c'est intéressant quand vous avez déjà une traction pour multiplier votre traction. Le dernier truc que peut permettre d'avoir un pitch, c'est des utilisateurs. Très souvent, les startups oublient ce truc-là qui est important. Ce qui est important, c'est d'avoir des clients, que les clients payent. Et qu'en semaine 1, vous avez un client, en semaine 2, vous avez 2 clients, en semaine 3, vous avez 3 clients. Ben ça, en fait, c'est très bien, c'est une croissance. Et qu'en fait, avoir des investisseurs qui te disent « Ah, c'est intéressant, prenons un café », c'est normal, c'est leur job. Ces gens passent leur vie à boire des cafés avec des gens. C'est leur boulot, d'accord? Ne prenez pas ça comme étant un signe de bonne santé de votre boîte. Ces gens-là font juste rigoureusement ce qu'on leur a dit de faire. D'accord? Votre objectif, c'est que les gens comprennent ce que vous faites. Ne manquez pas la cible. D'accord? Votre objectif, c'est que les gens se disent « Ah, ce truc-là est intéressant ». Imaginons 2 pitchs. Je me pointe vers vous et je vous dis « On fait un site internet sur lequel il y a des ventes événementielles. Des gens vont se connecter à 7 h le matin pour choisir cette vente événementielle. » Vous me dites « So what ?» Je vous dis, des marques produisent énormément et ont des invendus. Ces invendus, on peut les acheter à bas coût et les revendre cher parce que la marque est prestigieuse et événementialiser cette vente en l'éditorialisant. Et donc, du coup, les gens vont se connecter à 7 h du matin. Le deuxième pitch était intéressant. Pourquoi? Parce que je vous ai donné le contexte de VP. Et du coup, vous avez compris pourquoi ce business-là était intéressant. Le premier pitch n'avait aucun intérêt
parce que vous n'aviez pas le contexte. Et donc, vous ne voyez pas où est-ce qu'il y a moyen de faire de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Quand je vous dis les gens doivent vous comprendre, c'est ça. Et n'essayez pas de tout balancer. L'objectif est d'hameçonner les gens et ensuite de récupérer des calls. D'accord? On va parler rapidement du contenu qu'il faut mettre dans le pitch d'une boîte. Encore une fois, pour un startup contest, on n'est pas en train de faire un deck d'investisseurs. Et ensuite, on parlera de la mise en forme. Ne parlez pas des détails. Alors d'abord, quand vous vous focussez sur les détails, très souvent, très souvent, c'est que votre business en fait est un side. Je me souviendrai toujours d'une fois, c'était un mec dans un startup weekend qui essayait absolument de me convaincre que son idée fallait la faire. C'était au moment où Facebook, alors Facebook c'est des grands spécialistes, il y a une boîte qui commence à marcher, du coup on va cloner cette boîte-là et l'intégrer dans Facebook. C'était au moment où Groupon fonctionnait et Facebook avait lancé un truc qui s'appelait Facebook Deal, qui était Groupon. Et globalement, donc, Facebook lançait Facebook Deals dans un sous-menu planqué, machin, parce que bon, faut lancer et cloner, mais en même temps, faut pas le faire full size, parce que sinon, tu comprends, on risquerait de passer pour des cons si ça marche pas. Alors du coup, comme au final ça marche pas, on passe quand même pour des cons, enfin bref. Donc Facebook lance Facebook Deals, et ce mec-là me dit, j'ai un truc génial, dans l'API de Facebook, on récupère les deals, géolocalisés, on fait une application qui fait que quand on passe à côté d'un deal, ton téléphone vibre. Ben ça, en fait, ce n'est pas un business, les gars, c'est un détail. C'est la version 2.4.3 de Facebook sur mobile qui apportera cette feature peut-être. Quand vous parlez d'une boîte, faites attention aux détails. Si je vous dis, quand on éditorialise les deals, nous, on met systématiquement une belle image, une belle bannière. Quand je vous parle de VP, c'est un détail. On s'en tape les noix. Quand je vous dis sur Clever Cloud, notre différenciant, c'est que nous, on fait tout dans des virtual machines plutôt que dans des containers. D'abord, les 3/4 de la salle n'y comprennent rien. Et en plus, c'est un détail. Les gens s'en foutent sur votre boîte. Donc faites très attention à parler de choses très élevées dans le business. Et si vous avez l'impression d'enfoncer des portes ouvertes, c'est bien. C'est que vous êtes en train de donner le contexte. D'accord? Je vais vous proposer un sommaire. C'est un sommaire qui marche pour 95% des cas. Et j'ai quasiment toujours réussi à faire rentrer le moindre business dans ce sommaire-là. Libre à vous de le changer, c'est juste, ce n'est pas une bonne idée. Phase 1, le monde est malade. Vous devez décrire un problème. C'est la phase de contextualisation et c'est la plus importante. Si je débarque dans un business en vous disant, il faut que j'essaie de trouver des trucs. Internet est vaste, aujourd'hui il y a des annuaires, vous tapez un truc dans notre box et vous avez la réponse à vos questions. Voyez bien que ce n'est pas assez carré comme pitch pour Google. Le pitch de Google, c'était les gens aimeraient aller sur Internet, ils ne trouvent pas les informations. Aujourd'hui, vous cherchez un site, vous ne savez pas qu'il existe, soit vous connaissez le nom du site, soit vous ne savez pas qu'il existe. Et dans ces cas-là, c'est compliqué, vous avez des annuaires, vous crawlez des annuaires pendant une éternité, ça n'a aucun sens. Alors que si jamais vous aviez un endroit où vous posiez la question de ce que vous voulez et qu'on vous répondait avec les pages qui ont le plus de liens vers elles-mêmes, parce que ça c'est le PageRank de base de Google, et bien là, on va répondre à votre question. Vous voyez bien que la contextualisation de combien c'est painful est importante. Les gens doivent ressentir la douleur à l'intérieur de la pièce. C'est un moment où vous devez créer une connexion émotionnelle avec les gens. Vous pouvez aller très loin. Moi, une fois, j'ai pitché une boîte de jeux vidéo où j'ai commencé le problème par les gens, c'est métro, boulot, dodo, ils s'emmerdent, leur vie est grise, terne et sans intérêt. C'est un problème. Vous avez contextualisé, vous avez mis quelque chose. Après, je vais présenter un jeu vidéo qui s'intègre dans la vie des gens. Vous voyez, tout de suite, j'ai contextualisé. Le problème, il peut être court, si vous voulez, mais donner des chiffres de pourquoi le marché est dérangeant, expliquer que les marges sont basses, expliquer que les gens en ont besoin, c'est le moment où vous devez montrer que votre marché existe, y compris à des gens qui ne le connaissent pas. D'accord? Et là, vous ne parlez surtout pas de solution. Vraiment, vous êtes dans le problème. Vous remarquez bien que ce n'est pas le moment où j'ai dit « Alors bonjour, j'ai créé ma boîte avec… alors, il y a Roger, il y a Bernard, on est super potes, tout ça. Tout ça, je m'en fous. C'est bonjour, tout de suite, je vous pose un problème. D'accord? Ensuite, vous apportez une solution. Alors, en général, il y a beaucoup de gêne sur cette slide parce que les gens ont l'esprit extrêmement mal placé. C'est une solution japonaise à un problème qui sont les ridules au coin des lèvres.
Et en fait, l'idée, c'est de te faire dormir avec un truc qui va obliger de l'air à passer, et du coup, ça va empêcher les ridules au coin des lèvres parce que ça va obliger une oxygénation. C'est une solution à un problème que personne ne se pose et qui en plus va te flinguer la vie parce qu'après tu seras respirateur buccal. Mais c'est typiquement le genre de truc où tu vois une pub et tu te dis mais qui s'est posé ce problème-là, quoi. Le problème, la solution, c'est le moment où vous apportez une solution au problème. Vous ne parlez pas de modèle économique, vous ne parlez pas de prix, vous ne parlez pas de marge, vous ne parlez pas de ça, vous apportez une solution au problème. Vous êtes Facebook. Le problème est, vous êtes sur un campus, et en fait, une personne vous plaît, vous aimeriez bien savoir si elle est disponible ou pas. C'est ça la racine de Facebook. Et donc, ce que vous voulez, c'est le statut des gens sur Facebook. Facebook apporte la solution. Vous avez un book avec la photo de tout le monde, et est-ce qu'il est en couple ou pas? Ce qui vous intéressait de savoir. Vous n'avez pas parlé de comment vous faites de l'argent. Vous avez problème, solution. Et après, on parlera d'argent. D'accord? Mais la solution doit arriver comme vraiment quelque chose de libérateur dans la douleur du monde que vous avez montré auparavant. Vous voyez ce que je veux dire? Y compris si des fois la solution elle est extrêmement compliquée. Le web est vaste, on ne trouve pas ce qu'on veut dessus, on a construit un moteur de recherche, vous tapez quelques mots et bam, vous avez la réponse, etc. Le fait qu'après on pillera votre vie privée, massacrera la démocratie pour vous vendre de la pub, c'est un side effect, on en parlera dans la troisième phase. Vous voyez? Ça, c'est le modèle de Google. Mais au moment où vous êtes à la solution, tout est bien. D'accord? N'importe qui peut utiliser votre solution. Vous voyez ce que je veux dire en termes de pub? Ensuite, vous parlez d'argent. Vous expliquez votre modèle économique, surtout s'il est compliqué. Notamment tous les modèles où pour remettre de l'argent dans le cochon, c'est compliqué, eh ben c'est là. Si votre modèle économique n'est pas clair, tout le monde saura qu'il y a un loup. Vous voyez l'histoire? Et après, et ça c'est le plus important, c'est pourquoi vous êtes la meilleure équipe pour faire quelque chose. Le Company Asset, c'est une multitude de choses. Alors, c'est quelle version? Ouais. Donc le Company Asset, c'est ce qui fait que vous êtes capable de réaliser le truc. Je m'explique. Vous avez un problème, vous avez très mal au ventre, vous avez 40 de fièvre, quelques vomissements, bref, vous êtes en péritonite aiguë, c'est une appendicite. La solution, c'est de faire une appendicectomie. Jusque-là, on est d'accord. Les assets, c'est le moment où je vous dis, je suis chirurgien, j'en pratique 92 par an, je suis bien placé pour réaliser l'appendicectomie. Moi, en vrai, je ne suis pas chirurgien, je ne peux pas pratiquer d'appendicectomie. Enfin, ça va être lamentable, je vais vous anesthésier avec une bouteille de vodka, vous opérer avec un couteau de cuisine, enfin, ça va être affreux. Je ne suis pas bien placé pour le réaliser. Vous avez des projets de boîte où les gens ne savent pas défendre qui sont les bien placés pour réaliser ça. Les assets, c'est quoi? Ça peut être l'équipe. C'est rare. Globalement, les gens investissent dans une équipe parce que l'équipe a déjà fait un exit. Ou alors qu'ils ont un succès incontestable sur le marché. Ce que je vous disais là sur la solution du chirurgien, ça peut être ça. Des vétérans du marché, ça peut être une vraie histoire. Moi, quand j'ai créé Clever Cloud, on était des étudiants. J'ai jamais pitché mon équipe. Parce qu'en fait, on n'est pas à la kermesse de fin d'année. Tout le monde s'en fout, en fait, que tout le monde ait participé, qu'on soit une équipe soudée, etc. On s'en tape. Vous êtes en train de parler dans un temps limité. Du coup, si votre équipe n'est pas un avantage pour votre boîte, vous passez à la suite de votre pitch et vous ne la creusez pas. Vous mettez une photo rapidement pour dire on est une équipe de temps, on s'entend super bien et vous passez à la suite. Parce qu'en fait, votre équipe n'est pas un asset. Ça peut arriver que votre équipe ne soit pas un asset. Parfois, votre équipe est un asset. Je vais essayer de vous donner un exemple. Travis Kalanick, donc le fondateur d'Uber, est en train de monter une boîte de dark kitchen. Globalement, c'est un asset. Dans l'équipe, il dit bah, moi j'ai déjà créé une boîte dont le but est d'exploiter des gens qui gagnent peu en prenant un tout petit peu sur eux, en les laissant auto-entrepreneurs et en les foutant dans une situation socialement dégueulasse. C'est ce que fait Uber, on l'a toujours fait, et donc je peux refaire le même coup dans la restauration. Je sais le faire. Vous voyez? Ça, c'est un asset. Le mec sait le faire. Si vous êtes rien, assumez juste le fait que vous êtes rien. Et quand on vous dit que vous n'avez pas présenté l'équipe, tu fais en vrai, l'équipe, c'est une bande d'étudiants, on a juste beaucoup de bonne volonté, mais en vrai, tu ne vas pas investir pour ça. On a de l'énergie, on est sympa, mais ce n'est pas pour ça que tu vas investir.
Donc asset, ça peut être l'équipe. L'autre asset, c'est des customers prestigieux. Quand je vous dis, voilà, on s'appelle Clever Cloud, on a automatisé l'infrastructure, tu dis, OK, cool, qui ils sont, pourquoi, dans quel sens? Je te dis, nos clients, c'est Airbus, BNP, AXA, Harmonie Mutuelle, Maïf. Tu dis, OK, les mecs ne sont pas venus pour faire du tricot. C'est le moment aussi où je peux te donner des KPI, comme je dis, on a des clients dans 50 pays dans le monde. Je dis, OK, les gens sont là. Ils sont là pour de bonnes raisons. Les prestigious customers, ça va valider le fait que votre produit existe, fonctionne et que vous avez été le vendre à des gens. C'est le moment où vous devez le mettre. C'est dans les compagnies assets. Dire, on a un plan, le problème c'est ça, la solution c'est ça. Et donc, du coup, on a déjà convaincu des gens de l'utiliser. Vous voyez bien que ça change complètement la différence de votre équipe. Donc, c'est le moment où vous le mettez. Vous avez des consommateurs prestigieux. Et après, c'est les nombres et la growth. Alors, ici, c'est le moment où vous mettez des chiffres qui sont impressionnants et qui, en même temps, ne vous dévoilent pas. Mettre une courbe sans échelle, montant que vous êtes en croissance, moi, ça me va. Le but, c'est qu'on vous rappelle, et c'est à ce moment-là que vous donnerez vos vrais chiffres à des gens que vous aurez qualifiés pour obtenir vos vrais chiffres. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il existe 4 raisons pour lesquelles des investisseurs mettent de la pognon dans une boîte. La première raison, c'est l'équipe. C'est des vétérans, les mecs ont déjà vendu 2 boîtes, ils font une 3e boîte, ils la vendront. Ça concerne très peu de gens, d'accord? La deuxième raison, c'est un point technologique improbable et infalsifiable. J'ai un brevet. N'importe qui m'attaquera, je le massacrerai juridiquement. Ça peut arriver. Rarement dans le milieu start-up, en général, ça va plutôt être dans la bio, le médical, etc. C'est pour ça que des investisseurs vont pouvoir investir facilement dans on est en train de développer une médecine XYZ, on est déjà en phase, on a déjà un brevet, on est en train de faire la phase 1, on passera en phase 2, et donc on a besoin de tant d'argent pour passer en phase 2. Ça, vous voyez, c'est un point. Ça concerne peu de gens, mais ça peut exister. C'est un point unique de vente technologique. Vous voyez ce que je veux dire? Le troisième point, c'est votre produit est tellement extraordinaire que les gens investissent dedans. En vrai, ça arrive quasiment jamais. Et en vrai, ça arrive plus dans la vallée qu'ailleurs. J'ai très peu d'exemples. Le seul exemple que j'ai en tête, c'est un truc qui s'appelait Mailbox, qui était une application iOS pour lire ses mails et qui a été revendu à Dropbox, si ma mémoire est bonne, il y a quelques années. Et les mecs ont bouclé leur tour de table avant même d'avoir lancé l'application. Ils ont fait la démo en bêta à des VC, qui ont dit que c'était tellement beau, c'était tellement extraordinaire que les mecs ont investi. J'avoue que dans le monde post-WeWork, où tout le monde est en train de se rendre compte qu'en fait, faire des licornes qui ne rapassent pas un seul argent, ça pourrait finir par poser des problèmes. Je vois de moins en moins ce truc-là se produire. Ok, si vous avez envie de parier sur on a une exécution tellement nickel que ça peut se faire, ça arrive. C'était Serge Edin, qui est un mec, Serge Alin, qui est un des mecs chez The Family et qui a monté plusieurs autres boîtes. C'était le pari qu'il faisait sur TikTok et il faisait un truc génial quand il faisait ça. Donc TikTok, non pas TikTok, Toc. C'était des coursiers qui allaient faire de l'achat pour vous dans n'importe quelle supérette. Donc en fait, il enregistrait le catalogue de toutes les supérettes de Paris. Et tu étais chez toi et tu n'avais vraiment pas envie de te bouger. Et tu disais, bah, je vais booker, je vais acheter ça. Et en fait, la personne allait faire l'achat pour tiers et vous l'amener. Donc globalement, une sorte de Deliveroo maximal. Il t'amenait tes cigarettes, ton machin, ton truc, n'importe quoi qui était dans Toc. Donc là-bas, le produit était très nickel et il faisait tout son pitch en live démo de son téléphone mis en live. Et en fait, il disait, bah, tiens, on va acheter du champagne rosé, machin, il y a un mec qui va nous le livrer, etc. Et en fait, à la fin de son pitch, il timait, il regardait en permanence. À la fin de son pitch, il y avait un mec qui sonnait et qui livrait effectivement le champagne rosé. Le modèle était clairement de blow up tout le monde sur le fait qu'on avait livré du champagne rosé. Tu vois. Soit. C'est le troisième cas, ne comptez pas dessus. Le quatrième cas qui fait que les gens investissent en vrai, vous avez de la croissance. Vous avez de la traction, vous avez un product market fit. L'histoire est simple. La croissance, c'est un truc qui a été déterminé, soit vous êtes un produit d'audience, et là c'est la croissance de votre nombre d'utilisateurs,
soit vous êtes un produit de revenu, et là, c'est la croissance du pognon que vous faites. Paul Graham a dit qu'une bonne startup, c'était 5% de croissance à la semaine. Vous pouvez juger chiffres, on peut débattre dessus, whatever, je vous dis, faites 5% de croissance à la semaine, c'est bien. Alors, 5% de croissance à la semaine, ça ne veut pas dire 5% de croissance annuelle. Hein. Je vous rappelle que la croissance étant une accélération, il ne faut pas faire des moyennes arithmétiques, mais des moyennes géométriques. Donc, pour ceux qui se posent la question, ça fait 10% de croissance, 10,5% de croissance mensuelle, d'accord? Une croissance de 5% à la semaine. Et ça veut dire que tu doubles à peu près tous les 6 mois. Hein. Donc, c'est bien. Enfin, faut s'énerver quand même sur une croissance de 5% à la semaine. Enfin, c'est que tu vas bien, c'est que tu es en croissance. Eh bien, les investisseurs, c'est ça qu'ils recherchent. Donc, le moment où dans le compagnie asset, vous êtes là-dessus, c'est vos nombres et votre croissance. Vous n'êtes pas obligé de les montrer. Et si jamais vous voulez montrer des vanity metrics, mais be my guest. Ce que vous devez retenir sur cette partie asset, c'est vous êtes déjà en train de créer de la valeur. Soit parce que vous avez des clients, soit parce que vous êtes une boîte, une équipe qui a de la valeur en soi, soit parce que vous avez une croissance. Mais en clair, c'est le moment où vous démontrez que vous êtes bien placé pour réussir à prendre ce marché-là. D'accord? Et à la fin, trouvez un dernier fait qui botte le cul. Je m'explique. Quand tu finis ton pitch, il ne faut pas le finir sur une phase descendante. J'ai fini mon pitch, je l'ai fait dans les temps, j'ai bien joué. Il faut finir sur une phase montante. Simon Robic, qui est ici, quand il a pitché Bringer, je m'en souviendrai toujours, et à l'époque, je donnais des cours de pitch, il arrive et il me fait son pitch la première fois, il fait un pitch incroyable. Il pitchait avec une vidéo, ce qui veut dire qu'il faut être calé à la seconde près sur ce que tu fais. Donc c'est un boulot de répétition et de certitude de soi incroyable. Et il fait un pitch extraordinaire, il y avait tout dedans, les KPI, le produit, machin, et il finit, son dernier slide s'affiche Bringer, et il fait « Bon, bah, voilà. » Mais raconte-moi ce que tu veux, mec, mais conquiert le monde. Gardez-vous un chiffre extraordinaire. Un client prestigieux dit on vient de signer Airbus. Un truc rigolo. Chez Clever, en ce moment, enfin, moi, je change de client rigolo tous les 3 mois. Et je dis by the way, on vient de signer toutes les réservations de Lourdes. Donc, nous sommes heureux d'apporter la paix du Christ sur vous en permanence. À une époque, on avait un truc qui s'appelait Mes dessous. Et du coup, j'avais une blague dégueulasse sur les fortes poitrines que je faisais uniquement devant un public extrêmement masculin. Parce qu'on avait le plus gros vendeur de soutien-gorge de France qui était chez nous. Bref, je m'étais gardé, je me garde souvent un client rigolo à faire comme dernier. Vous pouvez en avoir d'autres. J'ai pitché une boîte où le dernier slide, c'était une boîte qui était fortement liée à Foursquare à la grande époque. Le dernier slide, c'était un mail du patron de Foursquare qui voulait investir chez nous. Et à ce moment-là, tu as ruiné en fait l'audience. Enfin, ton affaire est pliée en fait. Tu t'es monté sur un truc très haut. J'ai fait un Startup Weekend aussi où à la fin, je montrais le nombre d'utilisateurs qu'on avait. En un week-end, on avait 240 utilisateurs répartis sur 16 fuseaux horaires. On avait tout cartonné. La boîte n'a jamais été montée pour plein d'autres problèmes structurels, mais évidemment qu'on a gagné le concours de pitch. Qu'est-ce que tu veux faire entre des gens qui ont juste fait un slideware et des gens qui ont déjà 240 utilisateurs sur 16 fuseaux horaires? Il est évident qu'on gagne, en fait. L'affaire, elle est pliée. On a déjà tellement réussi à acquérir du user que c'est incroyable. Ce que je veux vous dire par là, c'est que le kick-ass, c'est un truc montant qui doit fonctionner. Et vous avez vu, je n'ai pas fait de démo produit moisi, je ne me suis pas énervé, etc. Je vous ai donné un plan qui est simple. Problème, solution, moyen économique, pourquoi vous êtes les mieux placés pour le faire, montée finale. Ça vous va comme plan? Un truc très important. Votre première slide, celle sur laquelle vous avez une espèce de volonté absolue tous de marquer que vous êtes le Uber du coiffeur ou je ne sais pas quelle autre connerie. Arrêtez avec ces espèces de pitch miséreux en un slide. Alors d'abord, vous êtes le Uber de rien du tout, d'accord? Parce que Uber est une construction financière, point barre. Et ensuite, j'essaye de vous convaincre d'un truc rapidement. Votre ennemi dans la vie, c'est le smartphone des gens. Votre compétition, quand vous faites un pitch, c'est que les gens regardent votre pitch. Vous devez avoir leur audience, d'accord? Vous devez avoir leur attention. Donc en fait, vous devez lutter contre le fait que les gens soient à la bourre dans leur mail. Il y a qui est Inbox 0 dans la pièce?
Waouh, c'est bien. On a 2 personnes inbox 0. Moi, je suis inbox 7500. Du coup, clairement, votre enjeu, c'est de vous assurer que les gens suivent votre pitch. Si vous faites une seule phrase, si vous faites une seule phrase, bah en fait, le point, il est... La seule chose que vous pouvez créer, c'est soit vous allez convaincre les gens de vous écouter, or, ils étaient déjà dans la pièce à vous écouter, donc en fait, vous n'avez pas gagné d'auditeurs, soit, je suis le Uber du coiffeur, oh, j'ai rien à foutre des coiffeurs, j'ai checké mes mails pendant les 5 prochaines minutes. Vous voyez le point? La seule chose que vous pouvez générer, en fait, par cette première slide, en général un peu bidon, c'est de décroître votre audience. Vous ne pouvez pas en gagner. En fait, la seule chose que ça peut vous apporter, c'est quelque chose de négatif. Quand je commence mes pitchs, c'est « Bonjour, je m'appelle Quentin et je vais vous parler de Clever Cloud ». Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, 70% des gens qui bossent dans l'IT sont des ops? Est-ce que vous savez que le turnover dans l'IT, tu vois, j'enchaîne mes problèmes. Les gens switchent de job, les projets IT sont tous à la bourre, machin, etc. Je parle des problèmes. Je vais très loin dans les problèmes. Hein. Moi, le problème que je décris quand je fais Clever Cloud, genre, je vais jusqu'à... Et en fait, vous le voyez très simplement que vous avez des problèmes de friction et de qualité de logiciel. Aujourd'hui, quand vous voyez sur votre téléphone une mise à jour de Twitter, vous vous dites « ouais, de nouvelles features », et qu'on voyait une mise à jour de votre téléphone de votre application bancaire, vous vous dites « ah merde, quel nouveau bug ils ont introduit ». Et ne croyez pas un truc, hein, genre, le patron de la BNP, il le sait parfaitement, hein, que tout le monde a peur du logiciel bancaire, parce qu'ils savent tous qu'ils ont un problème de qualité logicielle. Et ensuite, je m'ouvre sur ma solution, où j'explique, ben voilà, il y avait un problème de discussion entre les devs et les ops. Donc soit tu fais un truc simple, tu mets du combat watt consultant, tu mets tout le monde dans la même pièce, tu fais en sorte que les mecs s'entendent. Comme de toute façon les mecs sont tous les 4 mois, bah, ça sert à rien. Mais c'est bien, si tu es consultant, c'est bien. Parce que tous les 4 mois, tu peux refacturer les mecs pour refaire du combat watt consultant. Ou alors, il y a ce qu'on a fait, on a automatisé le boulot d'une, deux personnes, il n'y a plus de réunion entre les deux, ils n'ont plus de problème de compréhension et de friction, problem solved. Et du coup, on peut passer à la suite, et là je donne mes KPI, mes métriques, j'explique, machin, j'explique comment on fait de la croissance, etc. Vous voyez le point? Mais à aucun moment, j'ai donné aux gens la possibilité de sortir de mon schéma de réflexion. Avec cette première slide où je serais, je sais pas, on est le Heroku européen, qu'est-ce qu'on s'en fout? On est concurrent à Amazon, les 3/4 des VC sont partis sur leur téléphone, parce que personne n'est concurrent d'Amazon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ne faites pas de première slide qui vous fera perdre de l'attraction. Bonjour, enchaînement sur le problème, créer un binding émotionnel. Préparer des pitchs avec des timings variables. C'est la grande mode. En fait, les organisateurs, il faut que vous compreniez un truc à propos des organisateurs événementiels d'événements de start-up. Eux, ils ont toujours l'impression d'organiser le même événement. Vous allez à des événements différents et ça a des impacts différents pour eux, mais eux s'ennuient, ils ont l'impression que c'est boring. C'est pour ça que vous avez des trucs complètement aberrants qui se génèrent, genre les start-up week-end thématiques. C'est pas assez compliqué que ça de créer des boîtes rentables, il va falloir qu'en plus vous soyez capable de rentrer dans une thématique. Truc complètement débile, quoi. Pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'eux, ils en organisent 4 par an, des Startup Weekend. Donc des fois, ils ont envie de voir un truc qui change un peu. Le truc, c'est que le public change à chaque fois. Imaginez une troupe de comédiens dont le boulot est de jouer Marivaux et qui vous dirait tous les 3 représentations, on a bien réfléchi, c'est toujours la même chose, on va réécrire le texte. Hein. Mais non, gars, tu le fais pour un public différent à chaque fois. Il ne faut rien réécrire du tout. Juste délivre ton truc. Ça, c'est un gros problème avec les organisateurs d'événements start-up. Ils ont un problème de comprendre à quoi ils servent. Mais ça, c'est lié au fait que, comme on leur dit en permanence qu'il faut disrupter, ils n'ont pas compris que le marché se disrupte, mais qu'eux, ils font un marché très brick and mortar d'événementiel qui existait il y a 30 ans, qui existera dans 20 ans, enfin, qui a un marché relativement contraint. Bref. Ils vont vous pondre des timings de pitch extrêmement variables, qui vont aller de 2 à 10. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre pitch doit être timé pour différents trucs et que vous devez avoir des slides que vous pouvez passer. C'est-à-dire que vous devez pouvoir cliquer 2 fois sur votre zappette et que personne ne se rende compte que vous avez cliqué 2 fois. Et vous connaissez tellement bien votre pitch que vous êtes capable d'ajuster la durée du talk. Ce talk-là, moi, je peux le faire en 1 heure comme en 20. Je le connais par cœur, je sais où je suis dans mon timing en permanence. Et donc, du coup, je n'ai pas de problème avec ça. Vous voyez le point? Préparer des variables timing. Ensuite, on va parler du show. Il y a des questions sur ce point-là, des variable timing? Comment on fait du show? Alors, tous les gens qui vous diront que le pitch, c'est très bien, c'est collectif, on va le faire à plusieurs. Non. C'est un boulot solitaire.
Pour plusieurs bonnes raisons. D'abord, tenir un talk de 3 minutes serré, propre et net, tout seul, c'est déjà pas facile. À deux, vous allez vous chier dessus les 3/4 du temps. Ensuite, votre pitch, vous allez le faire à plein d'événements et à plein de trucs, où du coup, vous avez deux options. Soit vous avez deux fondateurs que vous shippez à tous les événements, ce qui fait 2 chambres d'hôtel, 2 billets de transport, et 2 personnes en train de perdre leur temps à parler à des gens. Soit vous faites quelque chose de rationnel, vous avez un fondateur qui perd son temps là-dessus, et l'autre est à la maison et il fait avancer le boulot. Vous voyez bien qu'il y a une des boîtes qui a une façon rationnelle de bosser ou pas. Encore une fois, ce n'est pas la kermesse. On n'a pas le plaisir de monter sur scène. C'est un putain de job. D'accord? Donc c'est un job, il y en a un qui s'y colle, celui qui se prête le mieux à l'exercice. Il y a des gens qui sont bons à pitcher, des gens qui sont mauvais à pitcher. Prenez quelqu'un qui est bon à pitcher. Ça ne sert à rien de se faire du mal. C'est suffisamment pénible pour ne pas en plus se faire chier à faire quelque chose de miséreux. Prenez un truc simple. Ça, c'est un thème par défaut de PowerPoint que j'utilise. Les pitchs très compliqués où tu l'as envoyé au graphiste qui va le faire sous InDesign et quand tu as besoin de la moindre modif, il faut renvoyer un mail au graphiste qui va vous renvoyer une version, etc. Faites un truc simple, faites un truc que vous pouvez éditer vous-même 5 minutes avant de passer en scène parce que vous avez une nouvelle idée, vous avez un feedback, vous êtes capable d'ajuster. Faites un truc sur lequel vous êtes autonome sur votre périmètre. Sinon, vous allez vous mettre dans des situations anormalement compliquées et stupides. D'accord ? Soyez capable d'ajuster à votre audience, soyez capable de bouger. Vous voyez le point ? Vous avez un template de base et vous allez au truc de tag d'adjoint de soin, vous rajoutez le logo des gens, vous rajoutez une blague contextuelle à l'actualité, vous faites ce que vous voulez, mais vous vous démerdez pour que ça se passe bien. Alors, les gens ont l'impression que pour faire une présentation courte, il faut diminuer le nombre de slides. C'est absolument faux. L'idée est très simple, vous pouvez avoir beaucoup de slides, il faut juste les timer. C'est-à-dire que globalement, vous avez une idée par slide. C'est comme les paragraphes en langue française. Un slide, c'est un plain old tweet, 140 caractères, une image, pas plus, peu de texte, une donnée. Vous savez exactement ce que vous dites sur chaque slide est timé, vous êtes capable de dire la même chose à chaque slide. Si vous avez plusieurs idées par slide, vous ne savez plus ce que vous dites sur chaque slide, vous vous perdez en circonvolution, vous n'êtes plus capable de timer. Avoir beaucoup de slides qui passent très rapidement, c'est très bien, c'est très dynamique. Avoir beaucoup de slides avec trop d'idées dessus, c'est pourri, ça n'a rien à voir. Je vous dis, faites quelque chose d'efficace. Donc vous pouvez avoir beaucoup de slides si elles sont bien construites. Une idée, un titre, 140 caractères max, une image, une donnée, un graphique, n'importe quoi. Vous pouvez aussi mettre votre titre en gros, c'est juste le support de votre pensée. D'accord ? Faites très attention aux listes. Je m'explique. Je vais vous donner un exemple extrêmement simple. Si je vous dis qu'on est une boîte qui a énormément de features extrêmement cool, parce qu'en fait, on est là pour résoudre des problèmes, et qu'en fait, on est des gens qui montent sur des licornes, et que notre team est capable de nager avec des dauphins. Donc là, à peu près, si vous êtes capable de lire, vous êtes tous arrivés à peu près là, vous avez arrêté de m'écouter. Parce qu'en fait, je vous ai présenté une liste à lire, et vous la lisez. Tout comme quand vous prenez le petit déjeuner le matin et que vous êtes face au paquet de céréales, vous lisez pour la 60e fois la liste des ingrédients dedans. Parce qu'en fait, c'est automatique. On vous présente des trucs à lire, vous les lisez. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous mettez des listes, les gens vont les lire, vous allez les dire plus lentement, vous allez vous décontextualiser avec votre audience, et pendant que vous serez en train de dire la fin de la liste, les gens sont en train de s'ennuyer, et du coup, ils iront sur leur téléphone portable et vous aurez perdu leur audience. Par contre, si vous avez une liste avec des choses réellement importantes dedans, vous pouvez faire un truc qui est de dire « Hey, on a une boîte qui a plein de super cool features. En fait, nous, on est des gens qui résolvent des problèmes. À partir de ce moment-là, on est capable de monter sur des licornes et de nager avec des dauphins. This is fucking awesome! » Là, vous l'avez fait en même temps que moi, chaque image a imprimé une idée chez vous, vous étiez bien. Soit les items de votre liste méritent un slide, soit ils ne méritent pas d'être dans votre présentation. Mais c'est assez simple. Le seul cas où la liste, ça peut être intéressant, c'est d'en faire une tellement mouse que ce que vous cherchez à faire, c'est d'écraser les gens sous une liste de trucs improbables. Pas que les gens la lisent, mais passer une liste à toute vitesse, disant c'est très compliqué. Dans un des pitchs que je faisais sur Clever, j'avais la liste de tout ce que les ops devaient faire. Et c'était une liste énorme qui prenait tout le slide et on disait en vrai, c'est un putain de job compliqué. Et je passais à la suite. Les gens n'avaient pas eu le temps de le lire. En fait, à la fin, j'aurais pu mettre du lorem ipsum.
Mais le but était que les gens se rendent compte que la liste était longue. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Et donc, ça, c'est le seul cas où vous utilisez une liste. Sinon, un item, une slide, c'est beaucoup mieux. Faites très attention à vos nombres. Alors, les nombres, ça a plusieurs problèmes. Le premier problème, c'est qu'un jour, vous allez devoir pitcher en anglais et que vous êtes français. Est-ce que tout le monde peut me dire immédiatement en anglais 4376? Alors, bravo à la personne qui a eu déjà qui a réussi à le dire à haute voix. Je vois que vous n'êtes pas très positif. Donc, on recommence tous ensemble. En anglais, 4376. Donc, vous voyez comment vous avez galéré comme des connards pour le sortir. Pourquoi? Alors, quand vous faites des nombres dans un pitch, vous ne dites pas le nombre, vous l'écrivez. Le chiffre est écrit, vous commandez le nombre. On a un grand nombre de clients. On a déjà réussi à s'investir dans 20% des pays. Quand on a 50, il y a 250 pays dans le monde, vous avez des clients dans 50 pays, vous êtes dans 20% des pays mondiaux. Vous commentez le chiffre, mais vous ne le dites pas. Surtout s'il est compliqué. Parce que votre anglais va vous lâcher. Comme tous les Français, vous allez galérer sur les chiffres. Tous les Français galèrent sur les chiffres en anglais. Je n'ai pas d'explication rationnelle à pourquoi, mais c'est ça. Et mieux, vous contextualisez le chiffre dans un graphique. Une courbe, des nuages de points. Vous faites ce que vous voulez, mais vous contextualisez le chiffre. Point rapide. Donc là, vous voyez, typiquement mauvais slide. 2 idées dans le même slide. Ça s'appelle un pie chart, c'est-à-dire un graphique en camembert. Tous les gens sérieux sauront que si vous leur mettez un pie chart, vous essayez de planquer le chiffre. Parce qu'en fait, ça ne veut rien dire, un pie chart. Vous pouvez avoir des pie charts qui disent la même chose avec des chiffres extrêmement différents. C'est une façon connue de tous les gens qui font de la modélisation de la data de planquer un chiffre dont on est un peu miséreux. D'accord? Donc le pie chart, c'est un mensonge toujours. C'est pour ça que je vous ai mis ce pie chart qui est marrant, qui est de vous montrer une pyramide. Mais du coup, tous les spécialistes vous le sauront, si vous êtes en train de monter un pie chart, vous êtes en train de monter un char aux gens. C'est ça que ça veut dire. KPI vanity métrique. Je vous explique. Une vanity métrique, c'est une métrique extrêmement positive, extrêmement intéressante, dont en fait, elle ne signifie rien sur votre business. Quand je vous dis on a des clients dans, je ne sais plus maintenant, c'est 420 villes et 50 pays, vous vous dites putain, c'est huge. Mais en vrai, ça veut dire quoi? Si chaque client paye 5 balles, c'est miséreux en fait. Ça ne vous dit pas le nombre de clients, ça vous dit qu'on a réussi à choper des clients au Kazakhstan. Tu vois. Enfin, un hasard improbable, 10 ans qu'on existe, ouais, il y a un mec une fois au Kazakhstan qui s'est pointé, qui a payé une facture. Tu vois. Enfin, en fait, ça ne veut rien dire comme chiffre. C'est un chiffre très impressionnant, c'est une vanity métrique. La vanity métrique, c'est un chiffre que vous pouvez dire à la presse pour jouer la terreur. Et c'est un chiffre qu'en vrai, quand vous gérez votre boîte, vous ne vous en servez pas. La pire chose qui arrive à des entrepreneurs, c'est de croire en leur vanity métrique. En interne, personne ne s'intéresse au nombre de pays dans lequel on est. Les gens regardent une seule courbe, c'est la quantité de pognon qu'on fait mensuellement. Est-ce qu'on est au-dessus de 10% de croissance, est-ce qu'on est en dessous de 10% de croissance? Seul point intéressant de notre vie. Tout le reste, c'est de la bullshit. Toutes les autres métriques ont relativement peu d'intérêt. Ou alors sur de l'ajustement structurel du produit, le nombre d'applications créées à la semaine, s'il monte ou qu'il descend, c'est-à-dire qu'on l'a plus ou moins bien ranké, le nombre de users qui souscribent, c'est intéressant pour savoir ce que donne le funnel marketing. Mais en réalité, vous voulez savoir comment va votre business? Vous êtes un business d'audience? Est-ce que vous avez plus d'audience? Vous êtes un business d'argent? Est-ce qu'on fait plus d'argent? That's all. Et toutes les autres métriques sont de la bullshit. Pour autant que vous pouvez jouer la terreur sur les vanity métriques. Il y a un événement dont je ne vous dirai pas qui c'est, mais qui est particulièrement intéressant. C'est un événement où on a changé la façon de compter la même métrique en permanence. C'est un événement où au début, on comptait le nombre de billets qu'on vendait et on disait que c'était le nombre de visiteurs. Ensuite, on s'est mis à compter le nombre de gens par jour. C'est-à-dire quelqu'un qui achète un billet 3 jours ou 2 jours, on va le compter 3 fois ou 2 fois. Alors là, la métrique est toujours en croissance. C'est magnifique, on dit que c'est la même métrique alors que ça n'a rien à voir en fait. Enfin, la métrique est toujours en croissance. Mais en fait, la vérité, c'est qu'on vendait le même nombre de billets. On était en stagnation. Puis même, on s'est mis à vendre moins de billets.
Du coup, on a fait quoi? On s'est mis à compter les gens qui passaient les portails avec des cliquettes. Quelqu'un qui va fumer 3 fois, 4 fois, 5 fois dans la journée, allez, bam, 6 users. Et donc c'est génial, notre chiffre est en croissance. Qu'on aille dire ce chiffre-là en croissance dans la presse, fine. En réunion interne, quand on dit qu'il y a un problème, qu'on te dise, mais ça va, on est en croissance, danger. Vous êtes en train de croire en votre propre bullshit. Danger absolu. Une vanity metric, c'est ça. La presse la boîte dont je vous parlais tout à l'heure, qui était une presse darling, qui passait son temps à me dire, on a fait tant d'articles dans la presse, magnifique. On s'en fout. C'est une vanity metric absolue. Il n'y a aucun intérêt à cette métrique. Elle ne vaut rien. Vous voyez bien l'histoire. La question, c'est t'as fait combien de ventes? Et ça c'est la question qu'il faut se poser en interne. Je ne vous dis pas de le montrer sur votre tableau. Par contre, soyez clairs. Tous les VC intelligents savent reconnaître une vanity metric. C'est même une façon de déterminer quel VC est le plus débile de la pièce ou non. Un VC qui vient vous voir en disant « joli coup là-dessus, bon, en vrai, c'est une métrique qui n'a aucune valeur », commencez à parler avec lui, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vous apportera du contenu, de l'intérêt. Un VC qui est mind-blown par une vanity metric, c'est que c'est un gros tagazoc. Et qu'en vrai, le mec est moitié débile, et que, hormis lire des posts sur Medium et avoir le VC lifestyle, il n'a rien compris à comment on faisait de l'argent dans la vie. Et donc, vous devez vous méfier de ces gens-là. Amenez des vanity metrics dans vos pitchs, parce qu'ils sont très impressionnants et c'est très cool. Faites excessivement attention aux vanity metrics dans votre gestion de la boîte. Quand on avait Thunderbox, donc la boîte de Jukebox, une des vanity metrics que j'adorais, c'était le nombre de musiques qu'on avait jouées depuis le début de la boîte. C'était génial, c'était des chiffres en millions, tu vois. Mais en vrai, enfin, il a quoi comme valeur ce chiffre? Ça n'a aucun sens. Réfléchissez 2 minutes à la valeur de chiffre, c'est complètement nul. Ça ne vaut rien. La question, c'est on en a vendu combien des jukebox? Tout le reste, on s'en bat les steaks. Le nombre de votes qu'on avait sur les chansons. Mais c'est complètement débile. C'est génial, hein, ça m'a permis de faire des slides avec des chiffres grandioses, tu vois. Mais en vrai, on s'en bat les steaks. Enfin, on s'en fout complètement. Vous voyez le point? Créer des vanity metrics, c'est excellent pour parler à la presse. Ne les utilisez jamais dans votre gestion de la boîte. Le jour où vous commencez à croire en votre propre bullshit, c'est le moment où vous allez couler. Hein. Parce que là, du coup, vous vous dites que tout va bien quand tout va mal, et là, vous êtes fini. Faites votre propre style. Alors, je sais que j'ai donné ce talk plein de fois, et après, tout le monde s'est mis à mettre un titre, un gif rigolo. Quand je vous dis faites votre propre style, c'est très important. D'abord, vous devez assumer tout ce que vous mettez sur scène. Ça veut dire que si vous écrivez une blague et qu'après, au moment de la dire sur scène, ça ne passe plus, c'est que vous avez mal calibré. C'est très simple. Dites-vous toujours, est-ce que, en apprenant par cœur le sketch, j'assumerai de jouer le sketch du lâcher de salope de Bigard? Moi, je sais que je ne peux pas jouer le sketch du lâcher de salope de Bigard sur scène, je suis incapable. Je suis incapable de dire ces mots-là. Je ne l'assumerai pas, en fait. Parce qu'il est ordurier. Et je ne pourrai pas l'assumer. Demandez-vous, à chaque blague que vous faites, à chaque gif que vous mettez, est-ce que vous serez prêt à l'assumer ou pas? Est-ce que vous serez prêt à le défendre? Parce que vous devez assumer tout ce que vous mettez sur scène. Si en fait vous n'êtes pas quelqu'un de drôle, ne faites pas de pitch drôle. Vous pouvez faire un pitch magnifique, mais pas drôle. Ça va très bien. Il y a des choses magnifiques qui sont faites et qui ne sont pas drôles. C'est pas intéressant de mettre du drôle n'importe quand. Ce que vous devez faire également, c'est que vous devez faire quelque chose qui reflète l'image de la boîte. Parfois, on dit que le CEO, donc le Chief Executive Officer, c'est aussi le Chief Evangelist Officer. C'est-à-dire qu'il porte l'image, l'importance, la vision de la boîte. Les gens qui me connaissent un peu savent que je dors peu, bosse énormément, et que je suis quelqu'un qu'il est extrêmement difficile de tuer. C'est-à-dire que chez Clever, à une époque, on revendiquait d'être une cockroach startup, une startup cafard. Il y aura une explosion nucléaire, on sera toujours là après. Pourquoi? Parce que notre soft est pareil. Ce qu'on fait, c'est un truc qui est tout le temps up pour nos clients. On est résilient. Quand on a failli mourir, nous, au lieu de lâcher l'affaire, on a fait un redressement judiciaire, on s'est battu, on a gagné, on est remonté. On n'a pas lâché l'affaire. On est des gens résilients. Quand il a fallu dire à toute la boîte, qu'est-ce qu'on fait? On coule la boîte ou on arrête de se payer, on bosse 1 an gratos tous, en serrant les dents pour que ça passe, le couteau entre les dents.
On l'a fait. On est des gens résilients, on est des cockroaches. Je ne vous dis pas que tout le monde doit le faire. Hein. Ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais notre produit est résilient, notre team est résilient, notre image est résiliente, mon pitch est résilient. La totalité de ce que j'amène sur scène est une image globale de la boîte. Et les gens savent que je suis un bourrin. C'est pour ça qu'on peut avoir une discussion sur Twitter avec moi à 3 h du matin, parce que je serai probablement levé. Et ça fait partie de l'image de notre boîte. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? C'est-à-dire qu'à un moment, le pitch, ce n'est pas juste un exercice que vous faites, c'est la totalité de l'image de votre boîte que vous projetez et les valeurs que vous projetez dessus. Et en fait, vous devez être cohérent avec les valeurs de la boîte. Si ce que vous faites est un service mortifère, peut-être que les gifs rigolos, ce n'est pas la bonne histoire. Ou alors, vous êtes en train de reprendre le sketch d'Elie Semoun. Et peut-être, ça se vit, mais peut-être qu'il y a des sujets sur lesquels on ne va pas déconner. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas envie d'être drôle. Il y a des sujets sur lesquels on va juste être sérieux et on va être cohérent avec la boîte. Donc soyez cohérent de A à Z. D'accord? Ce que je veux vous expliquer là-dessus, c'est que vous construisez votre propre style et vous l'assumez sur scène de A à Z. Et c'est quelque chose que vous allez pouvoir continuer à assumer. Si vous n'êtes pas habitué à prendre la parole en public, soyez calme. D'accord? Il n'y a pas de... En fait, quand vous prenez la parole en public, vous êtes stressé, vous avez votre rythme cardiaque qui va augmenter. Ayez l'impression de parler lentement. Si vous avez l'impression de parler lentement, c'est que vous êtes au bon débit, si vous n'êtes pas habitué à le faire. C'est que vous êtes dans un bon modèle. Prenez le temps de respirer. C'est très important, n'ayez pas peur des silences. Vous savez, le silence dans du Mozart, c'est encore du Mozart, et bien c'est pareil dans votre pitch. Quelqu'un qui a le temps de respirer, c'est quelqu'un qui sent la pièce, qui est confiant. Petit tips également pour ceux qui n'ont jamais parlé avec un micro. Alors, quand vous êtes les enfoirés, que vous faites un concert et que vous êtes Hélène Ségara, vous tenez votre micro comme ça, d'accord? C'est génial! OK. Quand vous faites un pitch et que vous n'êtes pas habitué, en fait, votre micro, vous avez passé votre temps à faire ça et c'est insupportable parce qu'en fait, vous avez l'impression que ma voix, elle vient et repart, etc. C'est insupportable. Un micro, quand vous parlez dedans, ça se tient comme ça. Vous le posez contre votre menton, juste sous votre bouche, absolument pas en face. Mais en fait, comme il capte le son qui est là, ça se marche nickel. Vous voyez le point? C'est con, c'est débile, il n'y a pas... Et vous ne le bougez pas, d'accord? Si on vous propose le micro-cravate, sautez sur l'occasion. Surtout, c'est bien. Vous aurez plus à gérer la distance du micro-cravate avec vous-même. Donc ça, c'était mon conseil micro pour ceux qui n'ont jamais parlé dans un micro. Micro posé contre le menton. Par pitié, pas le micro qui fait ça. C'est insupportable. Vous devez diriger votre attention sur l'audience. Alors là, on est dans un setup un peu particulier. Normalement, le PC est censé être là et vous avez le mirroring de votre PC. Mais ne regardez jamais l'écran de derrière. D'abord, si jamais ça plante et que derrière est en train de se jouer ma dernière session Internet, ça va se voir. Enfin, vous allez le voir dans les yeux des gens. Ils auront une tête bizarre. C'est que ça a planté. Les slides, vous savez où ils sont, vous savez où vous en êtes. Et donc, vous ne regardez pas votre écran, vous ne regardez pas derrière vous. Enfin, il n'y a rien de plus désagréable que les gens qui vous parlent comme ça en lisant leurs slides. Vous regardez les gens et vous regardez les gens dans les yeux. Depuis le début du talk, j'ai sauté dans les yeux d'à peu près tout le monde, normalement. Vous avez tous eu un moment un contact visuel avec moi. Ça me permet de savoir si je vous intéresse ou si je vous emmerde. C'est très simple. Si tout le monde est en train de checker son téléphone, c'est que mon talk est très chiant. C'est que je n'arrive pas à vous capter. Ça veut dire qu'il faut que je fasse un truc un peu plus fort, il faut que je rompe mon rythme de façon à tous vous rattraper. Si par contre, la majorité des gens sont fixés sur moi et ne sont pas vitreux, c'est que ça marche. Et c'est que je suis en train de créer une connexion, un binding avec vous. N'ayez pas peur de regarder les gens dans les yeux pendant votre talk. Ce n'est pas du tout un problème. Si vous êtes dans une salle où il fait noir et que du coup vous avez perdu, donnez l'impression aux gens que vous les regardez dans les yeux en parcourant la salle du regard, même si vous ne voyez pas les gens. C'est qu'il y a des gens quelque part, ou que l'événement est un énorme fiasco. Mais normalement, vous pouvez donner l'impression que vous avez regardé les gens dans les yeux juste en parcourant toute l'assistance, même si vous n'êtes pas capable de la discerner. D'accord? Mais vraiment connecté. Tout le monde a eu mon regard à un moment dans le... Qui n'a jamais eu le sentiment que je le regardais dans tout le talk? Ouais, vous êtes arrivé il y a 2 minutes. Et je vous ai regardé passer la porte. C'est juste que vous ne me regardiez pas. Mais vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Essayez de créer cette connexion émotionnelle avec les gens. Un talk, c'est un chemin. Alors oui, je déteste les chats. Du coup, je les voue aux gémonies. Un talk, c'est un chemin. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes les phrases comme « on verra plus tard »
Et voici le sommaire, on verra plus tard, ou comme je vous l'ai dit précédemment, ça veut dire que votre chemin de talk n'est pas linéaire et propre. Imaginez que vous êtes dans un canoë qui descend une rivière calme et que vous mettez un petit coup de rame une fois de temps en temps. Si vous avez l'impression des fois d'être obligé de remonter le courant ou d'accélérer pour éviter un rocher, c'est que votre talk est pourri. Réagencez-le, structurez-le de façon à ce que ça part du point numéro 1 et ça va jusqu'au point numéro 40 sans jamais avoir été changé. Vous êtes en train de suivre un chemin et vous ne vous arrêtez pas, vous êtes bien, vous êtes tranquille. Et vraiment, vous devez avoir l'impression que ça coule de source. Sinon, c'est qu'il y a un problème dans l'architecture de ce que vous êtes en train de raconter. Et il faut réagencer les choses pour avoir le sentiment que ça coule de source. Ne stoppez pas. Vous avez fait une erreur. Ne dites pas « Ah ouais, mais c'est parce que j'ai envie de vous dire que… » Non. D'abord, la plupart des gens ne vont pas se rendre compte de cette erreur. Donc, au lieu de passer pour un con qui a oublié un truc, bah, c'est pas grave, vous avancez juste. Et ensuite, la brûlure émotionnelle, personnelle et narcissique d'avoir chié quelque chose est tellement forte que vous vous en souviendrez la fois d'après. Donc du coup, vous ne stoppez pas, et même si vous vous plantez, le show must go on, ça doit avoir l'air parfaitement naturel, et on avance et tout se passe bien. Et pour ça, il y a une bonne opération, c'est d'être entraîné. Quand vous avez l'impression que les talks des gens sont en fait tellement bien, ça paraît tellement naturel, ils sont juste ultra entraînés. Je pense sincèrement que ma copine doit pouvoir faire le pitch de Clever Cloud. Parce qu'elle m'a entendu le répéter. Moi, je le répétais sous la douche à l'époque. Quand on dit entraîner, ce n'est pas une fois, ce n'est pas deux fois. On parle en dizaines de fois. Un bon pitch, ce n'est pas le moment où vous l'avez appris par cœur. On n'est pas en train de dire, quand on est entraîné et qu'on a appris par cœur un truc, on n'est pas en train de faire une récitation. Ce n'est pas « Demain dès l'aube à l'heure où blanchit la campagne, je m'en irai ». Ça, c'est réciter. Être entraîné, c'est le moment où vous avez tellement le texte en vous, vous avez tellement assimilé les choses que ça fait partie de vous, que c'est un réflexe. Imaginez tous les sports que vous avez faits, que vous soyez en ping-pong, en escrime ou whatever. Vous savez, vous répétez 26 000 fois le même mouvement jusqu'à ce que celui, vous ne réfléchissez plus pour le faire. Dans l'escrime, vous faites des parades, jamais vous réfléchissez à vos parades. Vos parades, elles sont réflexes. Et bien là, c'est la même chose. Un bon comédien, c'est quelqu'un qui connaît tellement son texte que le texte fait partie de lui. Et bien là, sur votre pitch, c'est la même chose. Ce que vous faites, c'est un one-man show business. Mais c'est un one-man show. Du coup, et surtout si vous n'êtes pas à l'aise, vous le répétez et vous le répétez et vous le répétez. Un des pitchs que j'ai fait qui avait vachement bien marché, c'était un Startup Weekend, on avait pondu un truc qui s'appelait Shakespeare. Donc globalement, c'était Pokémon Go, mais loin avant l'heure. C'était des Pokémon mis dans Foursquare et on jouait avec, etc. Et je me souviens, ce pitch a vraiment très bien marché. Genre, vraiment, j'avais ruiné la salle ce jour-là. Et tout le monde avait dit, c'est incroyable le pitch, tu fais ça tellement naturellement, on a l'impression que c'était très bien, machin, tout ça. Je l'avais répété 32 fois. De midi à 16h, je m'étais enfermé dans une salle et je l'avais fait en boucle en demandant une fois de temps en temps à un membre de mon équipe de passer, de m'écouter et de me donner des conseils. Je l'avais fait 32 fois. Live. Il était imprégné en moi. Et ça, c'est ce que vous devez obtenir. C'est-à-dire que vous apprenez tellement fort ce que vous obtenez que vous êtes capable de le répéter dans n'importe quel état. Et ça me permet également de vous parler de différentes durées, différents contextes. Vous pouvez transposer ça à tous les autres contextes. C'est-à-dire que votre pitch, en fait, il existe également comme amorce de discussion. Vous êtes dans un mariage à la table, et dans la table, on vous pose la question « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» Vous devez être capable de pitcher votre boîte, même si vous êtes raide mort à chier. Parce qu'en fait, c'est un réflexe, tu vois. Moi, les gens me disent « Qu'est-ce que tu fais ?» On s'occupe de Clever Cloud, on automatise les infrastructures. En fait, ça permet aux gens de réduire leurs coûts, d'augmenter la qualité et surtout d'augmenter la vélocité des développeurs. Parce qu'en fait, aujourd'hui, vous avez un problème, etc. etc. Mon truc, il est déjà booké. Je dis les mêmes mots tout le temps. Je fais les mêmes blagues aux mêmes endroits. Enfin, c'est un exercice. Vous voyez ce que je veux dire là-dessus? Et en plus, ça vous permettra un autre truc qui est très important, qui est ce que j'appelle ABC, Always Be Selling. Pour ceux qui ont vu le Loup de Wall Street, c'est ça. Always be selling, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes entrepreneur, vous faites toujours du business. Mais toujours. Vous ne vous arrêtez jamais. Avec MyAmateur, je ne sais pas si vous connaissez le programme MyAmateur, je me souviens d'une année, à la fin du programme, moi en plus je rentrais de Paris et on se retrouvait, on allait tous aux escales, au festival, on faisait la teuf et on a fini en boîte de nuit après et tout le monde était bourré et j'ai essayé d'expliquer aux gamins qui étaient là, c'est always be selling les gars. Genre, il faut toujours voir une opportunité de vente où que vous soyez.
Donc on était à chacun 4 grammes, la discussion n'est pas là, machin, on va en boîte de nuit et je leur dis, vous savez quoi? Défi, on ramène tous un contrat ce soir. Je suis seul à être sorti avec un contrat, mais j'ai signé un contrat ce soir-là en boîte. Enfin, je n'ai pas signé, mais j'ai chopé un lead, je l'ai qualifié, j'ai envoyé un mail, on a fait un rendez-vous et on l'a signé. Always be selling. Parce que c'est un tempérament. Vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le choix, vous êtes là pour vendre des trucs. On n'est pas en train de... Moi, là-bas, je suis un tech. Hein. Ben, on doit toujours être sur la brèche. Et c'est pour ça, different variations, différents contextes, vous devez avoir pour chaque contexte de près la définition de votre boîte, le pitch de votre boîte. Et ça doit être un réflexe. Vous ne devez pas réfléchir quand vous le sortez, parce que peut-être le contexte sera stressant, parce que peut-être whatever. Vous voyez ce que je veux dire? Et répétez-le en anglais aussi tant que vous y êtes. Il faut être remarquable. Alors d'abord, c'est un point où je tiens à dire que j'adore Internet, parce qu'avant Internet, trouver l'image d'un dragon photoréaliste qui se décide de se faire une bagnole, c'était improbable quand même. Là, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un mec qui a décidé de dessiner en 3D un dragon qui se tape une bagnole. Et ça va très très loin dans les détails. Vous pouvez observer, on voit même le sexe du dragon là à travers le pare-brise. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui a passé énormément de temps sur ce dossier-là. À partir de ce moment-là, je suis la personne dont vous vous souviendrez toute votre vie comme étant la personne qui m'a balancé un dragon qui se fait une bagnole dans une présentation. Je suis remarquable. Vous avez plein de façons d'être remarquable. Cédric Villani est remarquable, il a toujours une lavalière et une putain d'araignée sur sa veste. Et en fait, les gens ne savent pas qui est Griveaux, les gens savent qui est Villani. Les gens qui ont créé SoundCloud, ils avaient poché sur leur cuir à Berlin le logo de SoundCloud sur leur cuir. Les gens qui ont créé Air Detox, c'était une boîte qui faisait des espèces de groupes Facebook d'entraide pour arrêter de fumer. Les gens qui faisaient Air Detox, ils étaient habillés en commandant de bord en permanence. Ça n'avait aucun sens, mais ils étaient remarquables. Ils ont levé de l'argent, les mecs géraient des groupes Facebook, quoi. Enfin, incroyable quand même. Enfin, et c'est important. Vous êtes dans une convention de pitch où les gens vont se taper 400 pitchs. Dites-vous que les gens se font laver le cerveau. Comment est-ce qu'ils vont venir vous voir au cocktail ensuite? Qu'est-ce que vous pouvez faire qui fait que les gens vont se souvenir de vous? Ça peut être votre façon de vous fringuer, ça peut être quelque chose dans le pitch, ça peut être whatever, mais soyez un brin reconnaissable. Moi, par exemple, les gens me reconnaissent. J'ai une grosse barbe, machin, j'ai des lunettes un peu épaisses. Les gens me reconnaissent. Si je vais faire les courses au marché, la 3e fois que je vais chez un commerçant, on est potes. Parce que les gens savent qui je suis. Parce qu'ils me reconnaissent physiquement. Je suis gros, barbu, enfin, les gens m'imprègnent. Et j'ai toujours un t-shirt Clever. Trouvez un moyen que les gens puissent vous retrouver au cocktail derrière. Ça peut être une paire de lunettes, ça peut être un chapeau, ça peut être des chaussures, faites ce que vous voulez. Mais trouvez un moyen que les gens puissent avoir un moyen mémotechnique simple de vous retrouver. Je ne vous dis pas d'être outrageant, hein, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais trouvez un moyen que les gens puissent vous retrouver. C'est ça, être remarquable. Quand on fait sa boîte, on a un énorme problème. C'est qu'on connaît son inside, on connaît la réalité. Dans 3 mois, on n'a plus de trésor, on va mourir. Notre produit, en fait, il bug sur tel et tel use case. Les concurrents, en fait, font des trucs incroyables. Et du coup, on compare cet inside-là à l'outside des gens. On est dans une convention d'affaires, des gens qui pitchent hyper bien, qui ont l'air de faire plein de business. Ça a l'air extraordinaire de faire ça. De toute façon, Amazon va gagner parce qu'ils vont bientôt faire toutes les livraisons par drone, machin. Et là, vous faites une erreur fondamentale. Vous êtes en train de comparer votre inside à l'outside des gens. C'est-à-dire, vous comparez le marketing des autres à ce que vous savez en vrai sur votre vérité. Ça ne peut pas marcher. Quand vous arrivez sur scène, vous ne faites que votre outside. Vous ne mettez pas votre inside à l'intérieur. Vous devez être convaincu, vous devez avoir raison, vous devez être parfait. Et même quand vous êtes down, vous êtes up. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je tiens à attirer votre attention. Je sais que parmi les devs, notamment, il y a cette culture du on travaille trop, on est fatigué, on a trop de boulot. C'est comme les archis, etc. Mais en fait, quand un founder de startup, on lui demande comment ça va vachement bien. On a signé ça et ça va hyper bien, super cool. En vrai, tu as dormi 2 heures, tu es cramé, tu as des cernes jusque-là, tu as 2000 problèmes à régler, il y a un de tes gros clients qui va te lâcher parce que tu as gardé soin de soi, machin. Non. Comment ça va? Hyper great. C'est pour ça qu'entre fondateurs, on va toujours hyper bien, en fait. C'est parce qu'en vrai, personne n'a envie de faire du business avec quelqu'un qui va mourir.
En fait, personne n'a envie de faire du business avec des gens pauvres, maladifs, en mauvaise santé, qui vont mourir la semaine prochaine. En fait, les gens ont envie de faire du business avec Ken et Barbie. Vous voyez l'histoire? C'est pour ça qu'en tant que fondateur, vous allez à la salle de sport, vous mettez de l'argent dans votre coupe de cheveux, vous achetez des fringues. C'est normal. Il faut avoir l'air great et bien portant. Vous n'imaginez pas la quantité de business qu'on fait en plus depuis que je vais à la salle de sport tous les jours, qu'on a un appart à Paris et que j'ai recommencé à acheter des pompes de qualité. Parce qu'en fait, personne n'a envie de faire de business avec Richard Stallman, c'est-à-dire la barbe jusque-là, les cheveux en bataille, l'air pas réveillé. Personne n'a envie de faire du business. On se dit, putain, le mec va mourir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est pire que tout. J'ai un pote, il a une boîte extraordinaire qui fait une techno grandiose. Et son associé, sans déconner, quand tu le vois, tu te dis, je ne suis pas sûr qu'il tienne les 20 prochaines minutes. Le mec est jaune, terne, maladif. Quand tu lui serres la main, tu lui recomptes les doigts par précaution. Enfin, franchement, le mec ne t'inspire aucune confiance. Et le pire, c'est que sa techno à ce mec-là est extraordinaire. Je l'appelle, je lui envoie un deal et je lui dis, par contre, tu n'emmènes pas machin. C'est interdit. Tu ne l'emmènes pas, les mecs ne doivent pas le voir, ils ne doivent jamais savoir que ce mec-là existe. Le deal est déjà fait, tu rentres, tu signes le papier, tu vas prendre 15 000 balles par mois, deal done. Tu vois, genre, je l'ai fait pour toi le deal, parce qu'ils ont besoin de la techno, on bosse déjà ensemble, go, tu vois. Le mec a emmené l'autre machin au rendez-vous, le deal a pété. Mais je savais que ça allait péter. À chaque fois que ce mec-là passe dans le rendez-vous, il pète. Parce que personne n'a envie de faire du business physiquement avec ce mec-là. Il a l'air tellement mal que tu as envie de mettre une barrière de sécurité avec lui. Tu n'as pas envie d'être bound par quoi que ce soit avec ce mec-là. C'est triste à dire. Vous pouvez vous dire que c'est un jugement affreux. Vous pouvez vous dire que la société est pourrie. Ma réponse est, quand vous faites du business, vous prenez soin de vous et vous allez toujours bien. Et si jamais ça va mal, vous gardez ça pour votre famille, vous gardez ça pour qui vous voulez, vous gardez ça pour les quelques potes en qui vous avez confiance. Mais en vrai, comment vous allez? Great. Hyper bien. Et d'ailleurs, si un jour vous me croisez et que je ne vous dis pas que ça va bien, c'est bizarre. Alors après, vous pourrez toujours vous poser la question, est-ce que c'était sincère? Je vous l'accorde. Mais en vrai, la règle dans le business, elle est là. Nice people build great business. D'ailleurs, si vous allez à Stanford, si vous allez à Stanford, vous en rendrez compte. Hein, c'est la fabrique de Ken et Barbie. Ils sont tous à Ken et Barbie. Même moi, à Stanford, je me sens mal. Et encore, moi, je suis blanc. Je vous parle même pas de ceux qui sont colorés à Stanford, quoi. J'espère que vous êtes prêts à lutter contre votre ascenseur. Je vous laisse me poser des questions si jamais vous en avez. Merci beaucoup de votre attention.